Mais tout de suite, parce que je vous l'ai promis, je vous précise donc que l'armée française a ouvert une enquête interne sur des faits de violence en son sein, et ce dans un contexte donc particulier, à savoir le dépôt de plainte auprès du tribunal judiciaire de Paris de 4 soldats du 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine de Castres, c'est dans le Tarn. Ils accusent leur supérieur de violence et de harcèlement. Et le contexte est aussi médiatique avec votre reportage, Sarah, diffusé sur France 2, reportage édifiant dont voici un extrait. Il n'a pas touché à ses affaires militaires depuis 2 ans. 2 années depuis qu'il a été considéré comme déserteur. Donc là, on a mon béret rouge, parce que parachutiste, c'est de couleur rouge. Donc ça, c'est vous. C'est moi, oui. Juste avant un saut. À 22 ans, il s'engage au 8e RPIMA, mais il dit avoir été pris très vite pour cible par sa hiérarchie. Un jour, il poste une photo de lui en uniforme sur les réseaux sociaux. C'est interdit. La sanction ne va pas tarder. Le chef qu'on avait nous a donné l'ordre de se mettre en rang. Et d'un coup, il est venu derrière, il m'a mis une balayette, comme on dit. Et il s'est mis sur moi, ses genoux sur moi, il m'a sorti un couteau, il me l'a mis sous la gorge. Voilà. En me disant, à cause de tes photos, je peux retrouver, t'as plus de sœur, t'as plus de mère. Et voilà. Un récit confirmé par d'autres témoins. Et ce n'est que le début, selon lui. Il raconte que les brimades et les coups vont se multiplier, notamment de la part d'un de ses supérieurs. Il me disait d'avancer, de tendre le cou, abaisser la tête, et de là il prenait un élan et il lui mettait une grosse claque dans la nuque. Est-ce que c'était pas une façon de vous endurcir, de vous préparer à la guerre? C'est quand même risqué, je trouve, de mettre une claque aussi forte derrière la nuque, donc je trouvais pas ça normal, non. C'était des humiliations tous les jours, oui. Qu'est-ce qu'il vous disait? J'avais rien à faire dans l'armée, qu'il allait tout faire pour me faire virer. Il a réussi. Il a réussi. En 2022, il part en opération en Roumanie, mais là-bas, explique-t-il, son état psychologique empire. Désespéré, il ingurgite des médicaments. C'est un camarade qui le découvre et qui prévient la hiérarchie. Un de ses supérieurs va intervenir de façon très brutale, selon les témoins de la scène. Il y a l'adjudant qui est venu au courant, il m'a dit ça va pas, qu'est-ce que t'as fait? Et là il s'est mis à me donner une grosse claque. Très grosse claque, je pense, de toutes ses forces. Il m'a mis KO, je suis tombé par terre. J'entendais plus rien de l'oreille droite. J'aurais pensé prendre une balle ou un accident par rapport au combat. Mais non, par rapport à un couteau sous la gorge, une claque par mon adjudant, par mon chef de section. M'exploser le tympan, arriver jusqu'au suicide, quoi. Je pensais pas que ça aurait été comme ça, sinon j'aurais pas signé du tout. Sarah Bernuchon, vous étiez à la tête de l'équipe de reportage qui vous a proposé ce document exceptionnel dont on vient de voir un extrait. Est-ce que vous avez eu l'impression, parce qu'on a affaire quand même à des gens costauds, qui avaient une ambition particulière, ce sont des gens imposants, même physiquement, même psychologiquement, et vous êtes tombé sur des hommes brisés en fait? Oui, c'est ça qui m'a frappée en fait quand on a réalisé ce reportage, c'est que ces jeunes, c'était leur rêve d'intégrer l'armée. Ils avaient vraiment envie, c'était leur vocation, ils avaient vraiment envie de réussir cela. D'ailleurs, Clovis Trito s'est acharné pendant 3 ans, malgré, dit-il, un harcèlement et des violences quotidiennes parce qu'il voulait réussir dans cette institution. Et c'est vrai qu'on a face à nous des hommes qui ont eu le courage de parler. Ça a été très difficile pour eux, d'exprimer cette parole-là. Ça a été de longues négociations. On en a parlé longtemps au téléphone, pendant des mois. Et en effet, ils étaient en souffrance. Qu'est-ce qui les a convaincus finalement de prendre la parole? C'est le fait que la justice soit également saisie? C'est votre force de persuasion? Qu'est-ce qui les faisait hésiter? Évidemment, parler quand on a été dans l'armée, c'est tabou. On ne parle pas quand on est dans l'armée. Ça reste la grande muette. En plus, on n'est pas faible quand on est dans l'armée. On est des hommes forts. C'est vraiment, en tout cas, toute cette culture-là qu'il a fallu pour eux dépasser. Et comme on leur expliquait, enfin voilà, aussi parler, c'est important. Ce qui les a vraiment convaincus, d'abord, ça a été un lien de confiance qu'on a mis en effet beaucoup de temps à établir. Ça a été de longues discussions les uns avec les autres. Mais c'est aussi la volonté, m'ont-ils dit, que cela ne se reproduise pas, en fait. Parce qu'ils veulent que les choses changent.
Alors, on n'a pas vu tout le reportage, hein, mais quand vous interrogez une des personnes qui est susceptible ou qui est suspecte d'avoir donné des coups à des subalternes, il vous dit « Ah bah il y en a qui sont faits pour être militaires et d'autres qui ne sont pas faits pour ça ». Donc, en gros, c'est une manière de tester ou c'est du pur sadisme? Ou est-ce que ça fait partie finalement de la formation? L'enquête devrait déterminer ça. Je sais pas. Moi, ce qui m'a frappé, en tout cas, quand j'ai essayé évidemment d'appeler tous ces supérieurs qui sont visés par cette plainte. J'étais assez étonnée d'ailleurs que l'un d'entre eux me réponde et me parle comme ça ouvertement. Et me disent, et je trouve que voilà, ça reflète un petit peu, en tout cas, ce que me semblaient m'expliquer ces soldats, c'est-à-dire qu'on est face à des supérieurs qui disent, voilà, il y en a qui sont faits pour être dans l'armée, d'autres, nous, on estime qu'ils ne le sont pas faits pour rester, et en gros, comme ils disent, c'est-à-dire qu'en fait, ils estimaient que ces soldats n'obéissaient pas suffisamment, ne rentraient pas suffisamment dans leur rang, comme ils disent, et donc, on peut imaginer par la suite, et c'est en tout cas ce que racontent ces soldats, que ces supérieurs ont tout fait pour les faire partir. Grégory Blanc, vous avez vu cet extrait, peut-être même avez-vous vu l'intégralité du reportage. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous paraît acceptable? J'imagine que non, ce que vous voyez, mais est-ce qu'il faudrait prendre des mesures urgentes? Et si oui, lesquelles préconiseriez-vous? Moi, je veux d'abord remercier Sarah Bernuchon pour la qualité de son reportage. C'est extrêmement important qu'on puisse mettre en avant davantage les problèmes qui continuent de perdurer au sein de l'armée. Quand je dis au sein de l'armée, je crois qu'il faut être très clair. C'est principalement ce type de problème, on les rencontre principalement au sein d'une partie de l'armée de terre et au sein de la marine. Il y a, comme ça a été dit, une culture viriliste, une culture de l'homme fort, de l'homme viril, qui, je crois, doit être dépassée, y compris dans l'intérêt national lui-même. À l'heure où on a les nouvelles technologies qui s'implantent de plus en plus fortement dans l'approche du combat militaire, on a besoin de recourir à une diversité de compétences. Et le modèle, j'allais dire, un peu du 19e siècle, de l'homme fort, doit être dépassé. C'est dans l'intérêt stratégique de la nation. Et pour ça, il faut qu'effectivement, il y ait une évolution des mentalités, une évolution culturelle, qu'on arrive à casser dans les endroits, dans les îlots de résistance, cette culture de l'endogamie où le chef veut reproduire ce qu'il était ou la formation qui a été la sienne. D'abord, ça pose un problème, je viens de le dire, pour des questions stratégiques, mais ça pose aussi des problèmes parce que à l'heure où tous les militaires ont un téléphone portable dans avec eux, on voit bien que la pratique de la violence n'est plus tolérée dans notre société, mais surtout, il est très facile de pouvoir la dénoncer. Ça, je voulais le dire d'entrée de jeu. Alors, vous me posez des questions sur que faut-il faire. Il y a, je tiens à le souligner, eu au niveau du ministère, au niveau central, une évolution assez forte. Ma collègue Laetitia Saint-Paul a conduit fortement le débat autour des VSS, de ce qu'on a appelé le MeToo des armées, et on a obtenu l'an dernier du ministre de l'armée, à la suite d'un rapport général de l'inspection générale de l'administration, un rapport qui a abouti à un certain nombre d'évolutions. On a ce qu'on appelle la cellule Thémis, par exemple, qui en 6 mois a eu autant de signalements qu'elle n'en avait auparavant. La cellule Thémis, elle est là pour recueillir la parole des victimes ou des supposées victimes pour effectivement qu'on puisse avancer. Il y a aussi plus d'articles 40 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire le fait qu'un supérieur doit dénoncer auprès de la justice, doit saisir la justice lorsqu'il y a effectivement, il a la connaissance d'exactions, de problèmes de violence ou de viol même, quelquefois, au sein du bataillon dont il a le commandement. Et donc ça, aujourd'hui, il y a une inflexion majeure, il y a plus de saisine de la justice. Il reste évidemment un certain nombre d'évolutions à obtenir. Je pense par exemple au fait d'externaliser les enquêtes.
Aujourd'hui, les enquêtes restent internes à l'administration. Le ministre vient de saisir sur le cas de ce reportage et pas sur le cas de ce reportage, sur le cas des jeunes de Castres. Les 4 plaintes de Castres, oui. Une enquête de commandement, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais il faut qu'on soit capable d'externaliser les enquêtes. Il y a aussi une évolution au niveau de la protection sociale. Et ça, il faut absolument qu'on aboutisse là-dessus. Je m'explique. Quelqu'un qui est victime d'exactions, très souvent, va se mettre en arrêt de travail. Lorsque la personne se met en arrêt de travail, elle a des droits. Les droits sont proportionnels dans l'armée à son ancienneté. Donc, très souvent, en fait, les jeunes qui sont victimes de ces exactions, parce qu'ils viennent de rentrer dans l'armée, sont amenés à quitter l'armée avant même qu'on ait pu engager la procédure en justice. Et donc, il faut absolument qu'on arrive à obtenir des mesures pour mieux protéger les victimes sous l'angle social. Et puis, le dernier point qu'il faut absolument qu'on aboutisse, qui m'a conduit à déposer une proposition de loi, c'est qu'on ait systématiquement la radiation des cadres, des militaires qui ont fauté, bien évidemment, soit au premier rang, soit qui ont couvert leurs subordonnés qui ont commis des exactions. Alors, un chef qui couvre est un chef qui doit être sanctionné. Précisément en écho de ce que vous venez de dire, vous allez peut-être retrouver quelques idées ou quelques positions exprimées ici par le ministre des Armées, Monsieur Lecornu. Je vous propose de découvrir sa réaction après la diffusion du reportage de Sarah Bernuchon. L'armée, ce n'est pas ça. Notre position est claire et constante. Tolérance zéro. La parole de ces anciens militaires est prise très au sérieux et nous contribuerons activement au travail de la justice. L'enquête interne sera sans concession pour faire la transparence. Si les faits sont avérés, les responsables seront lourdement punis et les victimes accompagnées. Voilà ce qu'a dit le ministre des Armées, Jean-Jérôme Bertolus. Il a compris qu'il y avait le feu et qu'il fallait réagir très vite. Oui, et c'est d'autant plus important que Sébastien Lecornu prenne très au sérieux cette affaire. Quand il dit l'armée, ça n'est pas ça. L'armée, aujourd'hui, c'est surtout une armée qui s'est renforcée ces dernières années au niveau des moyens matériels, mais qui manque cruellement d'hommes. Chaque année, on le sait, les différents corps de l'armée ont du mal à procéder aux différents recrutements. C'est plusieurs milliers d'hommes qui manquent à l'armée de terre. Et donc, évidemment, il peut y avoir des campagnes pour les jeunes à la télévision qui, effectivement, sont assez séduisantes. Mais on entend ce qui se passe aussi au RPIMA et effectivement, ce que vous racontait cet ancien soldat qui fait froid dans le dos. Donc, pour Sébastien Lecornu, effectivement, c'est très important parce que oui, il y a des tas de postes à pourvoir dans des métiers très différents et aujourd'hui, non seulement on a du mal à pourvoir ces postes, mais en plus la fidélisation n'est pas là. Par exemple, je vous donne juste un chiffre très frappant. En 3 ans, 30% des effectifs de la marine ont été renouvelés. Et les dirigeants même de la marine disent « ça n'est plus possible ». On ne peut plus faire face, effectivement, à ce manque de constance, on va dire, chez les militaires pour rester militaires. Donc c'est vraiment une affaire qui tombe très mal. Et juste un petit point de nuance avec le sénateur, quand il parle de l'article 40, certes, mais enfin c'est la grande muette. Donc j'ai envie de dire, oui, si au niveau du ministre, on ne se mobilise pas, clairement, c'est pas un officier isolé qui va saisir le procureur. Et pour vous répondre en conclusion, quand vous disiez, c'est ça la formation des hommes forts, parce que là on parle effectivement des hommes qui seront au front, qui étaient en Roumanie, eh bien les termes de la plainte, incitation au suicide, harcèlement moral, mise en danger et j'en passe. Ce qui a été dit sur les réseaux sociaux au sein même, enfin les messageries au sein même effectivement de ce régiment où manifestement il y a du racisme, en veux-tu, en voilà, etc. Eh bien effectivement, ça n'est pas ça la formation, même des hommes forts pour reprendre le terme qui a été employé. Grégory Blanc, je rappelle que vous êtes sénateur écologiste. Vous êtes satisfait de ce qu'a dit Sébastien Lecornu, qui dit 1, l'armée c'est pas ça, 2, zéro tolérance, 3, enquête interne. Zéro tolérance, il a raison. Enquête interne, je vous l'ai dit, ça n'est pas suffisant. Il faut absolument qu'on passe
dans une logique d'enquête externe, comme ça se passe dans la plupart des autres administrations. Comment ça peut changer, ça il faut le demander. C'est une volonté politique. Oui. Donc c'est à lui de le décider. C'est pas la représentation nationale qui peut le lui demander, que ce soit au Sénat, à l'Assemblée nationale. Les deux. Je l'ai demandé l'an dernier. Nous Vous n'avez pas été entendu. On n'a pas été entendu sur ce point-là. Mais le fait qu'il y ait une enquête interne qui soit ouverte, c'est la moindre des choses. Il faut, je l'ai dit, on a des poches au sein même de l'armée qui, j'allais dire, considèrent que le pouvoir politique passe et qui s'autorisent à ne pas changer et donc à ne pas tenir compte des évolutions nécessaires. Jean-Jérôme Bertolus vient de le dire, le premier défi auquel on est confronté, c'est la fidélisation. Il faut absolument qu'on conserve des effectifs. Le deuxième défi auquel on est confronté, c'est l'arrivée de nouvelles compétences au sein des armées. Or, singulièrement au sein de l'armée de terre et dans quelques endroits au niveau de la marine, il y a cette endogamie, pardonnez-moi l'expression, mais qui fait que les promotions continuent d'être données aux personnes qui, quelquefois, ont des traditions historiques au sein de l'armée. On voit, quand on regarde les états-majors, c'est principalement des hommes blancs, comme s'il n'y avait pas de femmes qui pouvaient occuper des postes stratégiques, comme si la diversité de la nation ne pouvait pas être représentée au sein des états-majors. Il y a là quelque chose qui mérite d'être pointé du doigt et qui pose des problèmes, y compris dans l'image que donne l'armée, pour attirer à elle de nouveaux profils. Il faut qu'on puisse avoir cela de manière, ce débat-là de manière saine, ouverte, transparente. L'armée de la nation, elle est forte quand elle correspond au paysage et au visage divers de la France. Je crois que c'est ça le message auquel il faut qu'on s'attaque. Et pour ça, ça nécessite que les îlots de résistance qui sont au sein de l'armée puissent être cassés. Je le dis de manière aussi claire. Restez avec nous, Grégory Blanc. Je voudrais, avant qu'on voit un second extrait du reportage de Sarah Bernuchon, me tourner précisément vers elle. Sarah, est-ce que vous avez eu le sentiment, en discutant avec ces soldats qui ont décidé de partir, de quitter l'armée, alors là, il y a 4 plaintes. Donc c'était des cas isolés où ils vous ont dit non, il y en a plein d'autres qui subissent la même chose que nous, mais qui ont décidé de rester c'est simple, il suffit de regarder les chiffres en fait dans cette section. À l'origine, après leur formation, ils sont 46. 4 ans après, ils sont plus que 16. Et en fait, ce qui s'est passé entre les deux, il y a des ruptures de contrat. Il y en a, comme Clovis Trito, qui sont en arrêt maladie. Et il y a des désertions, il y a 7 désertions, ce qui est quand même énorme. Alors c'est très intéressant que vous mettiez l'accent sur effectivement cette baisse des effectifs dans la section de 46 à 16, si j'ai bien compris, parce qu'on va en parler, et il y a des différences d'appréciation sur les raisons pour lesquelles ces soldats auraient quitté la section. Pour bien cadrer les choses et savoir, encore une fois, de quoi on parle, voici un second extrait de votre reportage avec le témoignage d'un autre soldat qui a été victime de violences et de harcèlement. En 2021, ils étaient 46 soldats. Mais 4 ans après, ils ne sont plus que 16. Rupture de contrat, désertion ou encore dépression. Parmi eux, Clovis Trito. Il affirme avoir été ciblé par sa hiérarchie dès sa formation. Et pour le prouver, il nous montre cette photo où il apparaît grimé. On était tous impatients à l'idée de montrer ça à notre famille. Regarde, j'ai le béret, machin, et je sais que je ne l'ai pas fait parce qu'en fait, dans la photo, il y a le sergent qui était mon chef de groupe à l'époque. Il met le pied sur moi, comme si j'étais son soumis, je sais pas ce que c'est, enfin, je suis pas dans sa tête, mais à ce moment-là, je me sentais humilié, mais dès le début, en gros, j'ai eu l'étiquette du mec arrogant et prétentieux qu'il fallait briser, en gros. Et du coup, ils sont acharnés, genre, au premier jour, ils m'ont dit, ok, lui, il va partir. Mais Clovis Trito tient bon, malgré, dit-il, des humiliations régulières. Dans sa 3e année, il est convoqué par 3 supérieurs qui lui reprochent une insulte à leur encontre. Choqué par la violence de leur réaction, un de ses camarades aurait enregistré la suite. En voici des extraits. Il suffit que la nuit, tu sortiras comme une merde, merci. On va te régaler. Mais bien sûr, on en a un peu de toi, tu vas devenir la pute de la compagnie, mais juste faire j'en ai marre. La hiérarchie, ici, c'est moi qui l'a fait, et pour ça, tu te rends compte. Si tu veux, tu as une option, c'est ce soir tu désert. C'est la seule option où ça, si tu veux pas que je concentre une balle dans un hangar.
Après les insultes, la tension va encore monter d'un cran. Arrêtez ça, ça aucune putain de force, c'est aucune défense. Et tu vas rester à la fin, ok? Pour la fin, il faut arrêter. Pour attester de la violence de cette altercation, le soldat nous montre cette photo qu'il dit avoir prise à la sortie, mais ses blessures seraient aussi psychologiques. Pourquoi vous prenez ces photos? En fait, j'arrive dans la pièce où il y a mes potes, et là, ils me disent... En gros, tout le monde était révolté, quoi. Ils me disent, ouais... En gros, c'est... En fait, j'étais même pas sorti de la pièce que... Alors, voilà pour cet extrait du reportage de Sarah Bernuchon. Encore une fois, c'est assez éloquent et je voudrais qu'on ait, puisque nous évoquions il y a quelques minutes la baisse impressionnante des effectifs de la section dont il est ici question entre 2021 et 2025, à savoir de 46, on passe à 16 soldats, que nous nous tournions vers Élodie Momon, qui est avocate associée chez MDMH, avocat et spécialiste en droit pénal militaire. Bonjour maître, vous m'entendez? Oui, bonjour, je vous entends. Alors, vous avez entendu cette baisse des effectifs. Vous avez travaillé sur les raisons pour lesquelles ces effectifs avaient diminué. Parce que, je fais un petit propos liminaire, il y a eu un rapport qui a été remis à l'Assemblée nationale qui expliquait que c'était un facteur conjoncturel, celui de la guerre en Ukraine, qui aurait entraîné des désertions de soldats, qui a eu la sortie de la crise du Covid, qui a eu une période dite de plein emploi, qui souvent se caractérise en fait par des hausses générales de départ, les gens choisissant une autre voie. Vous avez enquêté sur la baisse des effectifs et vous êtes arrivé à d'autres conclusions différentes? Oui, c'est cela. En fait, nous, ce qu'on a vu, c'est plutôt le rétexte qu'on est en capacité de faire au regard de notre expertise et des dossiers désertion dont on a pu avoir la charge. Nous, ce qu'on constate, en réalité, au-delà des facteurs conjoncturels, fin de crise, Covid, etc., qui sont exposés dans le rapport, dans la mission, le rapport là qui a été rendu au nom de la Commission de la Défense nationale, à mon sens, il y a trois raisons, en tout cas, qui méritent d'être creusées. Et c'est d'ailleurs une des recommandations de la commission, du rapport de la commission. À mon sens, le premier point, c'est effectivement une inadéquation entre les espoirs, les attentes et la réalité du terrain. Ça, c'est une des raisons des causes de la désertion. Une des deuxièmes raisons de cause de la désertion, c'est tout ce qu'on appelle le harcèlement, les discriminations, les violences, les brimades, le sexisme, le racisme. Et la troisième cause, à mon sens, selon ce qu'on peut en voir, nous, en tout cas, en allant dans les juridictions spécialisées en affaires pénales militaires, c'est aussi le défaut de recrutement. Le sénateur Grégory Blanc évoquait tout à l'heure, je crois, les problématiques de fidélisation. Et ben, dans ces problématiques de fidélisation, on a aussi les difficultés de recrutement et d'avoir un bon recrutement. Grégory Blanc, puisque vous venez d'être cité par Maître Momon, lorsqu'on apprend qu'il y a un rapport qui est déposé à l'Assemblée nationale où on ne retrouve pas en fait les résultats dans l'enquête de Maître Momon, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a finalement dans la classe politique une forme de déni, on ne veut pas trop se pencher sur les affaires internes de l'armée parce que ça va être compliqué, c'est un petit peu un État dans l'État? Peut-être tout simplement que l'Assemblée nationale d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a un an, tout simplement. Elle aurait changé à ce point-là? Je n'irai pas jusque-là, j'ai pas eu une lecture complètement exhaustive des choses, mais moi j'ai une certitude, si vous voulez, c'est le problème de fidélisation, il se pose. Il y a des raisons. Pourquoi? Le problème d'endogamie que j'évoquais dans l'armée tout à l'heure, il se pose. Pourquoi au niveau des états-majors, ça ne bouge pas? Je suis intimement convaincu, et je reste intimement convaincu que si on veut casser, je le disais tout à l'heure, cette approche très viriliste, pardonnez-moi l'expression, mais c'est quand même ça, c'est ce culte de l'homme fort, dominant, qui aboutit à casser, des soldats, des nouvelles recrues, qui aboutit à, à avoir des sous-chefs qui s'autorisent finalement à avoir des comportements qui ne sont pas en adéquation avec les règles élémentaires
ou avec le droit élémentaire. Je veux juste faire une inflexion, si vous me permettez, et je suis sûr que Maître Monmont pourra compléter. C'est le fait qu'on doit être capable de faire évoluer le droit militaire pour distinguer le droit du moment du combat du droit du moment de la caserne. Dit autrement, il y a les situations qui doivent être exorbitantes du droit commun, et puis parce qu'on est au combat, parce qu'il y a un certain nombre de réalités, hein, il faut effectivement être en situation de faire face à la violence, et de ces moments où les personnes sont en situation de caserne, et où là, le droit commun doit s'appliquer de manière beaucoup plus exhaustive et de manière beaucoup plus forte. Posons-lui la question, ce qui s'est passé pour ces soldats qui étaient en formation... Oui. Pardon. Non, j'ai dit posons-lui la question, est-ce que finalement le droit commun est soluble dans le droit militaire, ou le droit militaire dans le droit commun? Les militaires sont d'abord des citoyens en uniforme, donc ils ne s'exonèrent pas de leurs responsabilités, y compris pénales. Mais je partage ce que dit le sénateur Grégory Blanc, c'est-à-dire que le droit militaire s'inscrit dans le droit quotidien, mais qu'on doit dissocier. Et c'était toute la problématique de l'affaire Douzbine. Je pense que vous vous en souvenez de l'embuscade Douzbine, où lorsque les familles des plaignants ont révélé l'affaire et se sont interrogés sur les circonstances de l'accident, les ministres à l'époque sont venus crier un peu partout en disant on ne peut pas aller faire la guerre avec le FAMAS, donc le fusil d'un côté, et le code pénal de l'autre. Mais ce n'est pas ça, en fait, que demandent, y compris les militaires eux-mêmes. Et ce n'est pas ça qui servira l'institution. Ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, les règles de droit commun, qui s'appliquent, en fait, comme dans toute, entre guillemets, relation de travail, s'appliquent dans le droit des militaires. Et là, ce qu'on voit, ce qui est dénoncé par ces 4 plaignants, qui, à mon sens, font preuve d'un grand courage également. Et moi, je tiens à le saluer. Ce n'est pas facile d'être plaignant, ce n'est pas facile de subir ces faits-là. À la fois, moi, je salue leur courage, et à la fois, pour être avocate de militaire depuis plus de 20 ans et de m'intéresser vraiment à ces problématiques-là, j'ose espérer que ce n'est pas la réalité, et je crois que ce n'est pas la réalité même du 8e RPIMA, et que j'espère que c'est bien limité à une section ou à quelques individus, mais qui salissent l'image de l'armée. Parce que de tous, de l'intérêt commun, pour la fidélisation, pour le bien-être de nos soldats, pour aussi, parce que le sénateur a raison, c'est-à-dire que là, ce que vous montrez à l'image, on voit que ce sont des exercices d'entraînement. Effectivement, dans le cadre de ces exercices d'entraînement, on ne peut pas considérer, par exemple, il faut bien dissocier le fait qu'on est dans l'entraînement. Donc, il peut y avoir un accident, il peut y avoir même des actes qui peuvent être reprochés comme étant potentiellement des formes de violence, alors qu'en réalité, elles sont nécessaires pour l'exercice, parce qu'il ne faut pas quand même oublier que nos soldats, y compris au 8, sont amenés à intervenir dans un contexte de plus en plus difficile, et que du coup, il faut aussi qu'ils s'entraînent pour ça. Donc je crois qu'il faut bien dissocier les choses entre le droit de l'armée, le droit au combat, et l'application du droit dans la vie quotidienne du militaire et du soldat. Et un mot également pour vous dire que il y avait le général de Villiers qui avait écrit « Qu'est-ce qu'un chef ?» un ouvrage qui a eu un véritable succès, et puis qui a été bien diffusé. Dans « Qu'est-ce qu'un chef ?» Moi, je l'ai beaucoup lu, cet ouvrage, parce qu'il m'a beaucoup servi pour plaider les dossiers dont j'ai eu la charge. Un chef, en fait, n'a pas besoin de violence pour asseoir son autorité. Un chef n'a pas besoin de brimades, d'insultes, de tout ce qu'on voit là, ce qui est retranscrit dans les vidéos, pour asseoir son autorité. Ce n'est pas ça l'armée, ce n'est pas ça la hiérarchie, et ce n'est pas ça comme ça que fonctionnent nos armées. Donc à partir du moment où les militaires le savent, il y a aussi cette problématique qu'il faut voir au niveau, si je peux dire, de la formation, de l'éducation, que ces informations soient bien là. Je crois qu'il faut aussi rendre hommage, y compris aux sénateurs et à la députée Laetitia Saint-Paul, parce que je crois que quand le deuxième MeToo des armées est intervenu l'année dernière, et que les choses ont quand même, on a ouvert une porte. Une porte s'est ouverte pour faire évoluer les choses, pour mettre en place des mesures
qui permettent qu'aujourd'hui, effectivement, de tels faits viennent sur l'espace public, soit contraignent l'administration militaire à répondre. Et moi, j'appelle de mes voeux d'ailleurs que je vois le ministre nous dit qu'il va y avoir une commission, une enquête de commandement qui va être mise en œuvre. Qui est mise en œuvre, une enquête de commandement. Pour moi, cette enquête de commandement, elle devrait être externalisée. C'est ce que disait effectivement Grégory Blanc. Il proposait effectivement que ce soit externalisé. Merci. Mais comme le dit la défenseur des droits. Hein. Très bien, c'est noté. Merci en tout cas d'avoir témoigné. Je voudrais quand même, sur ce dossier, réserver mon ultime question à Sarah Bernuchon qui a réalisé ce reportage, encore une fois, édifiant. Sarah, les garçons que l'on voit, les hommes qui témoignent dans ce reportage, donc ont quitté l'armée sans demander la permission en quelque sorte. Est-ce qu'ils sont considérés au regard de la loi comme des déserteurs à l'heure où on se parle ? Alors, il y a deux cas différents. Clovis Trito, lui, il est arrêté notamment pour dépression. Et Alexis, qui est au début du reportage, lui, en fait, sa situation, elle est différente. C'est-à-dire que au retour de l'armée de Roumanie, quand il est rapatrié après sa tentative de suicide, là, à ce moment-là, en fait, il est mis en arrêt maladie, mais il est tellement traumatisé qu'il n'arrive plus à aller à la caserne. Il n'arrive plus à se rendre là-bas pour voir le médecin militaire qui doit valider ça. Et donc, pour l'armée, il est considéré comme déserteur. Et parce qu'il est considéré comme déserteur, il est passible de poursuites pénales. Ouais. Ce qui serait problématique si ça arrivait peut-être dans le contexte vis-à-vis de l'opinion publique, quoi. En tout cas, c'est une affaire très sensible et on voit encore une fois que le ministre est mobilisé. Affaire d'autant plus sensible, effectivement, que ces hommes avaient la vocation. C'était des hommes qui voulaient vraiment devenir militaires, certains dans les forces spéciales, et on voit qu'ils ont été vraiment brisés, quoi. Et le dialogue qu'on a entendu tout à l'heure est quand même édifiant et effrayant. Merci Jean-Jérôme, vous restez avec nous parce que je crois que sur le développement suivant, on va avoir besoin de vos services. Merci et mille fois bravo Sarah Bernuchon pour ce reportage. Merci Maître Maumont et merci Grégory Blanc, sénateur écologiste, d'avoir participé à ce débat. On en vient à notre dernier développement. Il concerne